Pourquoi les médecins meurent? En d'autres termes, pourquoi est-ce que les médecins ne peuvent-ils pas être immortels? Alors, je vais répondre à ta question, Stian, et cette vidéo permettra de parler de plusieurs choses que les médecins vivent et qu'il est important aussi pour les jeunes médecins de connaître pour prendre soin de leur santé. Alors, il y a plusieurs causes qui peuvent entraîner des décès chez les médecins. Les médecins sont comme tout être humain, on a les mêmes lois biologiques, les mêmes lois de la nature, vulnérabilité aux maladies, aux accidents, le vieillissement. Même si on a des connaissances approfondies de la médecine et des moyens de préserver la santé, il y a plusieurs facteurs qui expliquent pourquoi nous, médecins, on n'est pas à l'abri de la mort et des maladies. Premier élément, les maladies chroniques ou génétiques. Donc, les médecins peuvent développer des maladies comme le diabète, maladies inflammatoires, les cancers, les maladies cardiovasculaires, maladies auto-immunes, qu'ils soient prédisposés génétiquement ou non. Donc ça, c'est un point important. Deuxième point, le stress. Les médecins vivent avec un stress élevé en lien avec leur travail, le stress professionnel. Des longues heures de travail, des responsabilités énormes. Donc on a la vie des personnes entre nos mains, donc c'est important. Et tout ceci va entraîner certains risques de maladies comme l'hypertension artérielle, les troubles cardiaques, le burn-out, l'épuisement professionnel, etc. Donc ça, c'est le deuxième point, le stress professionnel. Le troisième point, c'est l'exposition au risque. Donc les médecins, surtout dans des milieux hospitaliers, sont exposés à des risques de maladies infectieuses. On l'a vu pendant la pandémie où beaucoup de médecins sont décédés en lien avec cette pandémie. Donc l'exposition des agents infectieux, aux pathogènes, c'est quelque chose qui est en lien avec des maladies professionnelles dans le contexte médical. Quatrième élément, retard dans la prise en charge médicale. On dit que le cordonnier est souvent le moins bien chaussé. On pourrait dire la même chose aussi pour les médecins, où parfois on va avoir des symptômes qu'on va minimiser, traîner, faire en sorte que ça ne soit pas diagnostiqué par manque de temps, par parfois sentiment de devoir d'abord privilégier le soin des patients et mettre de côté notre propre santé. Et ça, c'est quelque chose qui est majeur et qui est important de connaître. Ça peut entraîner des diagnostics tardifs avec des prises en charge inadéquates, parfois des médecins qui se soignent eux-mêmes avant de pouvoir consulter. Donc, c'est un point important, donc le retard à la prise en charge. Le cinquième point, c'est les modes de vie non optimaux, donc l'hygiène de vie. Donc, comme toute personne, les médecins peuvent avoir des habitudes néfastes. Il y a des médecins qui fument, il y a des médecins qui boivent de l'alcool, il y a des médecins qui ne font pas de sport, il y a des médecins qui sont obèses. Donc, tous ces éléments-là sont présents aussi chez les médecins, au même titre que la population normale, et ça peut entraîner des maladies liées à ces facteurs de risque. Le sixième élément, c'est la vulnérabilité psychologique, donc une charge émotionnelle importante de ce métier, avec des maladies graves, des décès. Ça peut pousser certains médecins à avoir un tableau de détresse, de dépression et même de burn-out, de suicide. Et tout ça, c'est quelque chose qui doit être prévenu. On parlera tout à l'heure de comment faire pour éviter cela. Le septième élément, ce sont les facteurs externes qui ne sont pas dépendants de notre génétique, qui ne sont pas dépendants de nos habitudes alimentaires ou de nos habitudes de vie. Ce sont les facteurs qui nous tombent dessus littéralement, comme une catastrophe naturelle, un accident. Et ça peut survenir aussi chez les médecins. Donc voilà en gros les différentes choses qui peuvent conduire les médecins qui sont après et avant toute chose aussi des humains et qui peut les entraîner à un décès. Maintenant, il y a des choses qui peuvent être faites. Je voudrais donner des conseils à des jeunes qui nous écoutent. J'aimerais que vous écoutiez attentivement cette vidéo. Vous êtes étudiant en médecine, vous êtes résident, vous êtes jeune médecin.
cette vidéo peut aussi vous aider. Donc, voici 10 conseils que j'aimerais vous donner. Premièrement, priorisez votre propre santé. C'est bien beau de s'occuper des autres, de penser à nos patients, aux malades dont on a la charge, mais il est important aussi de ne pas négliger notre bien-être. C'est fondamental. Donc, avoir des consultations avec d'autres médecins permet aussi de pouvoir prendre en charge notre santé, avoir une alimentation équilibrée, faire de l'exercice physique, éviter le stress, une bonne dose suffisante de sommeil, ce sont des éléments essentiels. Gérer le stress, deuxième élément. Donc, apprendre à reconnaître les signes de stress et y faire face. Des techniques de relaxation, de méditation. L'activité physique, ça aide beaucoup aussi. La parole, les arts qui sont importants, que ce soit la musique, la danse, la poésie, l'écriture. Donc, tous ces arts aident beaucoup à contrôler et prévenir le stress. Cultiver l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Donc, c'est important dans un métier exigeant de ne pas consacrer uniquement tout son temps au travail. Pensez au temps que vous allez consacrer à vos proches. Pensez au temps que vous allez consacrer aux loisirs. C'est important aussi, tout ce temps-là. Les passions, quelles sont vos passions? Développez-les, enrichissez-les et gardez du temps dans votre journée à ces passions. L'équilibre vie professionnelle, vie privée, c'est fondamental. Quatrième élément, développer une résilience émotionnelle. Le métier de médecin nous amène à faire face à des situations difficiles. Alors, c'est important de pouvoir participer à des groupes de discussion, échanger avec des pairs ou consulter un psychologue aussi pour nous aider à vivre des moments qui parfois peuvent être difficiles. Donc, accepter avec humilité qu'on a cette situation-là et qu'on peut avoir besoin de parler à autrui. Cinquième élément, éviter l'automédication. Même en étant formé, il est essentiel de consulter un collègue pour sa propre santé. L'objectivité est souvent difficile quand il s'agit de soi ou de nos proches. C'est pour ça d'ailleurs qu'au Québec, par exemple, c'est quelque chose qui est interdit de se faire soi-même des prescriptions ou à nos propres familles. Et c'est mieux de consulter pour avoir un avis éclairé, objectif. Sixième élément capital, apprendre à dire non. Savoir poser les limites et refuser des tâches lorsqu'on est déjà surchargé. Ça, c'est important. C'est une compétence précieuse et on reviendra dessus dans une vidéo spécifique que je développerai pour les trucs et astuces pour comment dire non. Le septième élément, s'informer et s'éduquer sur la prévention, prendre conscience des risques professionnels. On n'a pas tous les mêmes spécialités et on n'a pas tous les mêmes risques et pouvoir éviter certaines expositions professionnelles, exposition physique ou exposition mentale, c'est quelque chose qui va être bénéfique pour notre santé. Huitième point, encourager l'entraide et la collaboration. Donc s'appuyer sur ses collègues et créer un réseau de soutien, c'est bénéfique pour affronter les défis ensemble. Donc les communautés de pratique, les associations de médecins, tout ça, ça aide. Il y a par exemple au sein du Collège des médecins du Québec un programme, donc PAM, qui permet d'assister les médecins qui éprouvent une difficulté en lien avec leur santé. Donc c'est important d'avoir cette entraide et cette collaboration. Neuvième point, investir dans le développement personnel. Donc la médecine, c'est une vocation, mais ce n'est pas une identité totale. Donc développer des intérêts extérieurs va nous permettre de maintenir une perspective équilibrée. Qu'est-ce que vous ferez si la médecine ne vous plaît plus? Donc ayez ce plan B dont je parle souvent qui vous permet aussi de pouvoir avoir une soupape de sécurité et de pouvoir vous évader au-delà de vos malades, au-delà de l'hôpital, au-delà de votre cabinet médical. Très très important, investir dans ce développement personnel. Ça peut être des arts, ça peut être la musique, ça peut être la chanson, le théâtre, les voyages. La liste est tellement longue qu'il serait difficile de tout citer ici. Et dernier point,
demander de l'aide sans honte. Reconnaître les limites et accepter de demander de l'aide, c'est crucial. C'est un signe de force et plutôt que de faiblesse. Et ça vous, avec humilité, permet de pouvoir apporter des ressources qui vous permettront d'être encore plus fort pour s'occuper de vos patients. Donc voilà les 10 points que je donne aux jeunes médecins qui me posent la question comment faire pour préserver sa santé physique et mentale. Et ça peut aider tous ceux qui ont aussi une carrière aussi lourde que celle des médecins. Partagez cette vidéo et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez appris et comment vous allez mettre cela en pratique. C'était le docteur Sourire pour vous servir.